Bonjour, nouvelle semaine et le Bitcoin est toujours aussi bullish. Il casse des niveaux importants. Alors à quoi faut-il donc s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors donc comme tous les lundis, on va s'attaquer à l'analyse weekly étant donné que bien entendu le Bitcoin casse des niveaux importants, donc il y a des validations weekly, donc ça va nous intéresser fortement. On ne pourra pas tout faire aujourd'hui, tout simplement parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc on va faire tout simplement la moitié aujourd'hui et on terminera demain. Donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap bien entendu de la semaine, qui est plutôt mitigée, hein. Il y a beaucoup de vert, mais il y a quand même un petit peu de rouge. Donc il y a des altcoins qui n'ont pas encore vraiment récupéré par rapport à la précédente correction. Mais sinon, on a quand même des altcoins qui performent plutôt bien avec 40% sur STX, 64% sur CFX et 70% sur Mask. Le Bitcoin, quant à lui, pratiquement 15% dans la semaine. Et à l'opposé, on a MKR qui nous fait un moins 27 et Kava un moins 11%, avec aussi LDO moins 14. Donc globalement, semaine plutôt verte et quelques altcoins qui sont quand même à la traîne. Le dollar, il n'y a pas de changement, tout va bien, hein. Le rebond, il a atteint tout simplement le point idéal, hein, qu'on avait, on avait prédit euh, pour son top. Et il repart à la baisse, donc tout va bien. Maintenant, ce qu'on aimerait pour pour confirmer la tendance baissière long terme, il faudrait tout simplement qu'on recasse ces niveaux, aller faire un nouveau plus bas pour avoir un plus haut plus bas, donc un plus haut plus bas que le précédent et un plus bas que le précédent, tout simplement valider une tendance baissière long terme. Donc on est sur le bon chemin. Pour l'instant, tout va bien. Rejet dans la zone dans laquelle on l'attendait, après un rebond qu'on attendait également sur ces niveaux-là. Donc maintenant, il y a juste à valider en allant faire des nouveaux plus bas. Mais pour l'instant, ça reste très bearish sur le dollar et donc c'est plutôt bullish pour les crypto-monnaies. Le Bitcoin. Le Bitcoin, comme on avait vu à la vidéo précédente, je vous avais dit que pour moi le mouvement là était pas fini, vous voyez, et que j'attendais au moins un dernier push pour aller rechercher tout simplement à minima le bas de la bas de la zone là, donc du rectangle orange, la grosse zone de résistance entre les 28 et les globalement 33 000 $. Donc j'attendais au moins un dernier push pour aller chercher cette zone, puisque on avait cassé tout simplement en daily ce niveau-là. Donc je vois pas pourquoi on s'arrêtera en bon chemin. Donc au moins aller tester la grosse résistance. Surtout qu'avec les vagues d'Elliott, là on était plutôt dans une sous-vague 4, donc j'attendais au moins une vague 5 pour aller chercher ce niveau. Donc vendredi, on avait déjà en daily cassé les 25 000 $, puisque jusqu'à présent, depuis le mois de juin 2022, on n'avait eu jamais de clôture de bougie, ne serait-ce qu'en daily, au-dessus de ce niveau. On a vu des petites mèches, des toutes petites mèches ici, une grosse mèche ici, mais on n'avait pas encore eu de clôture de bougie. Donc on a eu notre validation daily vendredi, et du coup, vu qu'on a clôturé bien au-dessus des 25 000 $, on a également la validation weekly. Alors bien entendu, normalement, la vraie confirmation, c'est avec la bougie de cette semaine. Vous savez que une bougie de clôture, normalement, on doit attendre une bougie de confirmation pour avoir la vraie validation. Mais vu que la bougie est assez puissante, on peut déjà quasiment affirmer que le niveau est cassé, hein. On reste prudent parce que on l'a cassé, on est venu chercher une grosse résistance. Voilà, il faudrait pas être surpris d'avoir une correction sur ces niveaux-là ou quelque part dans cette zone-là. Et il pourrait y avoir un pullback, voire même revenir un peu en dessous les 25 000 $. Tout simplement parce que si pullback devait y avoir, je pense pas qu'il y aurait un pullback pile sur les 25 000 $. Niveau que tout le monde va regarder bien entendu, niveau beaucoup trop évident, puis que tous ceux qui ont loupé la cassure, ils rachètent pile poil sur les 25 000 $, et puis après on monte. En général, quand il y a un niveau sur un long time frame, un niveau important qui est regardé par tout le monde, eh bien c'est rare qu'on vous donne l'opportunité de racheter pile poil sur ce niveau, hein. C'était comme un peu les 20 000 $ dans la chute, niveau extrêmement important et regardé. Je vous avais dit, si
on s'arrête un peu avant les 20 000 $, par exemple 21 22 000 $, oui, effectivement, on pourrait s'arrêter dans cette zone et repartir. Mais si on va chercher les 20 000 $, qui sont où les 20 000 $? Hop, qui sont ouais, par là, eh bien, on ira plus bas. Parce que c'est pas possible, c'est quasiment impossible que on ait cherché les 20 000 $, tout le monde rachète sur les 20 000 $, et puis qu'ensuite on repart à 100 ou 200 000 $. C'est tout simplement impossible. Donc voilà, on a été plus bas, euh, comme c'était prévu. Et puis ensuite, on est remonté. Bah là, c'est un peu pareil. Alors bien entendu, c'est un niveau quand même moins important parce que c'est pas, on parle pas d'un bottom de bear market, mais d'un bottom d'une petite correction. Donc c'est quand même, il y a un peu plus de probabilités, mais les probabilités restent quand même faibles. Voilà, donc pullback pile sur les 25 000 $, puis après repartir to the moon, c'est pas quelque chose qu'on va privilégier. Voilà. Par contre, avoir une petite cassure, un petit fake out, justement pour bien faire peur, pour empêcher les gens d'acheter, et puis ensuite remonter, là par contre c'est quand même quelque chose de plus probable. Ou tout simplement continuer à monter et ensuite corriger et ne jamais revenir sur les 25 000 $. C'est aussi également une probabilité. De toute façon, on va voir tout ça eh bien, avec les deux plans d'ailleurs, Elliott Wave. Donc pour simplifier les choses, plutôt qu'à chaque fois de changer tout, j'ai fait deux graphiques avec les deux plans, hein, c'est plus simple. On va pas aller dans les petits time frames aujourd'hui, vu qu'on va se concentrer sur l'analyse weekly. Donc on va rester sur du weekly et du daily pour les deux plans, et comme ça je vais faire un rappel simple des deux plans, tout simplement en restant dans les gros time frames. Donc le premier plan, c'est tout simplement que on a, alors vous savez que pour moi on a trouvé un bottom ici d'après mon plan Elliott Wave, et que maintenant on doit monter en 5 vagues. Alors juste avant, si vous connaissez rien à l'idiotisme, allez voir la playlist, et il y a un tuto sur les vagues d'Elliott qui est également en lien sous chaque vidéo. Ça dure 40 minutes et vous aurez toutes les infos pour comprendre une analyse des vagues d'Elliott, que ce soit sur ma chaîne ou sur celle d'autres youtubeurs. Donc, après avoir trouvé un bottom, on doit repartir avec 5 vagues haussières, donc qui sont sur le graphique en blanche, et chaque sous-vague devra être divisée en 5. Les vagues principales, les correctifs, c'est 3 vagues. Et là, c'est 5 sous-vagues. Donc, en bleu, j'ai les sous-vagues. Et on va passer un petit peu en 3 jours. Voilà. Donc, le plan principal, c'est-à-dire le plan que je lui accorde le plus de probabilité, c'est celui-là. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on serait dans la cinquième vague. Cinquième vague qui, théoriquement, va bientôt finir. Va bientôt finir. Et ça tombe bien, elle va finir où? Eh bien, justement, elle finirait dans cette zone de forte résistance, entre les 28 et les 33 000 $. C'est pour ça que c'est le plan, entre autres, auquel j'accorde le plus de probabilité. Donc, on peut faire même simplement les objectifs. Donc, vous savez qu'il y a deux méthodes pour calculer les objectifs d'une vague 5. Soit on part du bas de la vague 1, en haut de la vague 1 et en bas de la vague 4. Et dans ce cas-là, il faut regarder les 161,8 premières targets qui ont déjà été dépassées. Les 261,8, on y est, on les a même légèrement cassés. Donc c'était au grosso modo 27 600 $. Et ensuite, il nous reste deux objectifs, les 30 300 $ et pour finir, les 33 300 $. Donc les fameux 33 000, c'est tout simplement le haut de la zone de résistance ici. Donc ça, c'est la première méthode. Donc je répète les prochaines targets, c'est 30 et 33 000 globalement. La deuxième méthode, c'est par rapport à la vague 3. Donc on fait toujours des prolongations, on part en bas de la 2, on va en haut de la 3, et moi je préfère prendre du coup, même si la 3 se termine là, le point le plus haut, et en bas de la 4. Hop. La première cible, c'est les 0,618. Vous voyez, on les a atteints parfaitement ici, là. Eh bien, c'est déjà fait. La deuxième cible, c'est les 1. Alors, il y a des petites cibles intermédiaires, mais ce n'est pas des cibles principales. Donc, c'est les 1. Et vous voyez que, eh bien, voilà, c'est parfaitement le top qu'on a trouvé. C'était aux 28 000 $, quoi, en ce moment. Et ensuite, on a les 1,23,6 aux 30 600 $. Donc, vous voyez un peu comme tout à l'heure, quoi, environ 30 000 $. Et ensuite, 32 000 $. Et pour finir, les 33 000, 34 000 $.
Donc, grosso modo, voilà, ça nous donne les 2 prochaines targets. Alors, on a vu qu'on est déjà, que ce soit avec celui-là ou avec l'autre, sur un objectif probable, hein, donc la 5 pourrait être déjà finie. Sinon, il y a après les 30 et les 33 000 grosso modo. Donc en gros, hein, voilà, ça confirme ce plan-là confirme qu'on aurait bien une correction dans cette zone-là. Donc une correction en plus importante, enfin qui peut être importante, puisque c'est une correction de vague 2. On devrait corriger tout le mouvement qu'on a fait depuis le bottom. Donc vous savez que les targets principales d'une vague 2, hop, alors je vais le mettre du coup, allez, on va être le plus bullish possible. 33 000 $. Si ça devait atteindre la target maximum, enfin maximum raisonnable. Donc voilà, hop, ce serait ici. Donc entre les 24 000 grosso modo et 22 000 $. Mais bien entendu, ça, c'est les targets principales, c'est-à-dire avec le plus de probabilité. Mais si on est très bullish, on peut très bien corriger seulement au 0,382, donc aux 26 000 $. Donc, grosso modo, ça correspondrait justement à un pullback aux alentours des 25 000 $. Donc voilà, de la zone des 25 000 $. Alors comme je vous ai dit, je ne pense pas qu'on va aller pile aux 25 000 $ et rebondir, mais s'arrêter aux 26 000 $ ou aller un peu plus bas, justement aux 24 ou aux 22 000 $ pour faire peur aux gens, eh bien voilà, c'est quelque chose, c'est le plan donc auquel je me fie un peu plus. Le deuxième plan, quant à lui, c'est celui-ci. Donc on a toujours le bottom ici, on a 3 vagues haussières, sauf qu'on a déjà fait une vague 1. Et que là, on est dans une vague 2. Donc, vous voyez, les sous-vagues bleues, elles sont à l'intérieur, je ne les ai pas dessinées. Donc ce plan, quant à lui, nous dit qu'on n'aura pas de correction, du moins de correction importante, dans la zone, dans cette zone-là. Et qu'on va aller tout droit, plus haut. Tout simplement parce que, voilà, on est dans cette vague-là, et que on aura juste des corrections de sous-vagues. Donc là, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on ne va pas faire le décompte des sous-vagues, mais alors, voilà, on va les passer, on s'en fout au hasard. Voilà, on aura seulement des petites corrections internes. On n'aura pas une grosse correction parce que théoriquement, on l'a déjà eu ici. Voilà. Donc, grosso modo, pareil, on peut calculer tout simplement l'objectif de la vague 3. Et là, il n'y a qu'une possibilité, c'est par rapport à la vague 1. Il n'y a pas de méthode pour la vague 3. Donc, hop. Et alors, on va essayer d'être un peu précis quand même. Voilà. Et là, l'objectif principal, hein, c'est clair et net, c'est les 1,618. Et donc, l'objectif principal, c'est les 35 000 $. Bien entendu, c'est l'objectif principal, le moins bullish. On pourrait très bien aller rechercher les 2,618. C'est un objectif également tout à fait correct. Et ensuite, si on est vraiment très bullish, donc ce n'est pas des objectifs à privilégier, même s'ils sont possibles, c'est les 54 000 et les 63 000. Voilà, on va rester, disons, raisonnable. Et on aura donc nos deux targets. Ça va nous faire tout simplement, voilà, un niveau assez large d'ailleurs, entre les 35 et les 45 000 $. Voilà, ça veut dire que entre on n'aurait pas de réelle correction avant les 35 ou 40 000 $, et ça veut dire qu'on casserait tout simplement ce niveau sans avoir de réelle résistance et sans avoir de correction importante. Alors, c'est pour ça que c'est pas le scénario que je privilégie, mais c'est possible. Il y a d'ailleurs un commentaire qui m'a fait rappeler dans la dernière vidéo que effectivement au bull run de 2018, enfin au bear market de 2018-2019, on avait également une zone à peu près équivalente, c'était autour des 6 000 $. Vous voyez la zone qui a fait support pendant toute la première phase du bear market avant d'être cassé et d'aller chercher les 3 000 $, excusez-moi. Eh bien, on pouvait s'attendre à une correction importante quand on arrive dans cette zone. Il y en a même beaucoup qui pensaient qu'arrivé là, on repartirait et puis qu'on irait faire des nouveaux plus bas. Eh bien non, vous voyez que
hop, on est arrivé. Alors, on est en weekly, bien sûr, hein. Alors, on va s'enlever ça. On est arrivé, on a fait une micro-pause, mais on n'a même pas corrigé ni rien et directement, on l'a traversé tout d'une traite. Voilà et on n'a pas corrigé avant, les, 9 000 $. Vous voyez? Donc là, ça validerait plutôt le scénario, le deuxième scénario du coup. Hop, on traverse et on corrige seulement entre les 35 et 45 000 $. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. C'est pas, quelque chose à privilégier. Moi, je m'attends plutôt à une correction, mais effectivement, on pourrait, également traverser, comme ça, sans même s'arrêter. Puis si les gens pensent qu'on va s'arrêter ici, peut-être qu'on va le traverser parce qu'ici vraiment tout le monde pensait, qu'on allait avoir une correction, dans cette zone-là, voire même, repartir pour aller faire des nouveaux plus bas et en fait, on a traversé de bout en bout. Alors, hop, on va s'enlever ça. Donc voilà, ça c'est le deuxième plan, Elliott Wave et bien entendu, ensuite on aurait une 4. Donc théoriquement, pour les, des traders long terme ou des acheteurs long terme, malheureusement, vous n'aurez pas l'opportunité, d'avoir une correction avant ces niveaux-là et si vous n'êtes pas déjà dans le train, va falloir travailler sur des petits time frames. Malheureusement, vous n'aurez pas de grosses corrections en weekly ou en daily. Voilà, donc ça c'était pour un petit résumé, global des 2 plans et le Wave, juste, dans les grands time frames. Le détail, on ira le voir, cette semaine. Ensuite, l'analyse long terme. L'analyse weekly, on va commencer par, le graphique tout simple, sans indicateur. Donc ce qu'on peut voir, c'est que, ce niveau, il a bien joué son rôle. Alors ça, c'est des fibos de la correction du bear market à chaque fois, le Fibo 0,236, 0,382 et voilà, c'est à chaque fois pareil. En général, enfin précédemment, le Fibo 0,382, il avait fait, on n'a jamais été plus bas, vous voyez, donc c'était des niveaux intéressants à surveiller. Ce coup-ci, on a été plus bas, voilà. Et ensuite, quand on a cassé ce niveau, vous voyez, eh bien, il a joué tout simplement résistance. Et bien, pareil, quand on l'a recassé à la hausse, c'était donc un très bon niveau, d'achat et puis vous voyez qu'on a fait un pullback, 2 pullbacks, même avec une petite mèche, mais on a réussi à garder la clôture et du coup, on est reparti à la hausse. Donc après la cassure et les pullbacks, l'objectif à la hausse, c'est tout simplement, eh bien, les 0,236, le prochain Fibo et il se trouve au, encore une fois, 33 000 $. Qui plus est, on a également le bas de notre canal haussier qu'on a également cassé à la baisse, qui va se retrouver justement, si on continue à monter à ce rythme, eh bien cumulé à ce niveau. Vous voyez ici, disons vers entre la fin mars et la début et la même fin avril, hein, donc dans ce mois-ci, si le Bitcoin continue à monter, il aura une double grosse résistance, hein, les 0,236 cumulés, bien entendu, à cette trendline, ancienne trendline haussière qui jouait le rôle de support, va maintenant jouer le rôle de résistance. Et bien entendu, si on retourne en arrière, on voit également que ces niveaux également importants avec des trois mèches ici, et là un certain nombre de clôtures de bougies. C'est pas pour rien que c'est le haut. Hop, c'est le haut de la zone de résistance. Voilà. Voilà encore une raison pourquoi je m'attends quand même à ce qu'on ait une correction dans ces niveaux-là avant de continuer plus haut. Sinon, rappelez-vous, donc on avait deux choix pour le bottom du bear market, soit dans cette zone par rapport au Fibonacci, ou soit par rapport au pourcentage. Parce qu'on avait remarqué que tout simplement, les pourcentages, ça diminuait. À chaque correction était un peu moins forte que la précédente. Donc là, on avait perdu 94, 87, donc c'est-à-dire 7% en moins, puis 84, donc 3% en moins. Et donc, en faisant une moyenne, globalement, on pouvait s'attendre à entre 7 et 3% de moins que 84. Donc, ça nous donnait une zone de 77 à 82. D'ailleurs, normalement, c'est même 81. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 82. Ben, on s'en fout. Ça ne change pas grand-chose. Et on a fait 77, je crois, 5. Donc, c'était extrêmement pertinent. On a pu bien longtemps à l'avance, hein, de plusieurs mois à l'avance, avoir une idée du bottom
du bear market. La question maintenant qui va se poser est: est-ce que l'on peut faire la même chose pour trouver le futur top du bull run? Alors bien évidemment, ce ne sera pas aussi simple parce que là, c'est très simple à la descente, puisque vous voyez, c'est des chiffres assez proches. Mais à la hausse, par contre, on a du plus 600 000. Ensuite, on a du plus 12 000, etc. Donc c'est des chiffres relativement différents. Pour finir, on a du plus 2000. Donc, bien entendu, il faudra s'attendre à que ça diminue encore. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les hausses comme on a sur les baisses? Ou si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a une autre méthode par rapport au pourcentage pour calculer le futur top du Bitcoin? La réponse est oui. Donc si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo sur justement par rapport au pourcentage, bien entendu, on fera probablement soit dans la même vidéo, soit dans une autre vidéo par rapport aux projections des vagues d'Elliott, le futur top du Bitcoin. Mais si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur, par rapport au pourcentage d'évolution du prix des différents tops et bottoms, le futur top du Bitcoin, bah dites-le moi en commentaire, mettez un petit commentaire, dites-moi ça m'intéresse. Et dès que possible, dès que j'aurai un moment, je vous ferai cette vidéo-là. Donc, maintenant, on va aller jeter un coup d'œil aux indicateurs, tout simplement. Et aujourd'hui, on va juste faire les indicateurs de base. Demain, on fera les indicateurs un peu plus, je vais dire avancés, mais plutôt un peu moins connus, hein, ceux que mes indicateurs favoris, qu'il y a peu de monde qui utilise. Là, on va aujourd'hui s'intéresser aux indicateurs basiques que tout le monde connaît. Mais comme vous savez, ce n'est pas forcément mes préférés. Moi, j'ai mes petits indicateurs que j'aime bien, mais on verra ça demain. Donc, on va commencer et on va regarder un petit peu le mensuel. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de regarder le mensuel. Qu'est-ce qu'on avait vu sur le mensuel? On avait vu qu'on avait une sorte de trendline ici. Voilà, une trendline baissière, hein, qu'à chaque fois on avait pratiquement des bottoms sur le RSI de plus en plus bas, donc il fallait s'attendre à un bottom dans cette zone. Chose qui avait été parfaitement réalisée, hein, c'est pour ça également qu'on surveillait cette zone, non pas seulement en pourcentage, mais par rapport également au RSI. Donc ça a bien, la trendline a bien fait son boulot. On avait vu aussi que ici, globalement, on était dans une zone de vente et que globalement ici, on était dans une zone d'achat. Donc, ce qu'il fallait surtout pas faire, c'était bien entendu acheter ici et revendre ici. C'est pour ça que depuis qu'on est sous les 30 000 $, je vous ai dit, c'est plus le moment de revendre. Il ne faut surtout pas revendre. Si vous voulez faire quelque chose, c'est acheter parce qu'on est dans une zone d'achat. Voilà, donc encore une fois, vous voyez que c'était plutôt évident et ça s'est réalisé, hein. Acheter les 15-20 000 $, c'était plutôt une bonne idée. Maintenant, on sort petit à petit de cette zone d'achat, bien évidemment. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plus intéressant et qu'on ne peut pas acheter du Bitcoin, bien entendu, parce qu'il y a encore, si vraiment on est en bull run et que c'est pas un piège haussier, eh bien, avant de rejoindre la zone de vente, on a de la marge, mais c'est juste moins intéressant, bien évidemment, que d'acheter entre les 15 et les 20 000 $. Mais c'est toujours possible. Donc ça, c'est pour le RSI mensuel. En weekly, on va s'enlever les petits dessins. Ça va nous gêner plus qu'autre chose. En weekly, vous le savez, on a un niveau extrêmement important. Hop. Alors, c'est les 50, 53, hop, que je le trouve. Voilà, en gros, grosso modo, ici. Tout simplement, c'est le niveau qui délimite les bull run et les bear market. Alors, hop, voilà. Quand on est au-dessus, en général, on est en bull run, et quand on est en dessous, on est en bear market. Et quand on est en bull run, quand on revient s'appuyer dessus, à chaque fois, bah, c'est souvent les bottoms des corrections. C'est un très bon moment pour tout simplement racheter. Et quand on repasse dessous, bah, tout simplement, après, il fait résistance. Et voilà, il faut attendre qu'on repasse au-dessus pour confirmer le bull run. Donc, on était passé au-dessus de ce niveau ici, hein, sur cette grosse bougie haussière. Et on a fait un pullback et deux pullbacks dessus. Voilà. Et on avait dit que bah, c'était du coup un bon moment également pour racheter. Donc ici, tant qu'on ne repassait pas en dessous, hein, et puis qu'on n'avait pas de clôture également sous ce niveau.
Donc c'était encore, ça a encore marché, hein, le niveau, il a fait son taf et du coup, bah, voilà, on est totalement bullish, hein, sur le RSI weekly parce qu'on a maintenu la zone qui délimite les bull market des bear market. Donc pour l'instant, tout va bien de ce côté-là sur notre ami RSI. Le MACD, le stock RSI en weekly, on va pas s'en occuper. En 2 semaines, donc on l'avait attendu pendant longtemps, rappelez-vous, cette fameuse confirmation 2 semaines, elle s'est faite, vers ici du coup, encore une fois sur cette bougie haussière, donc plutôt très pertinente. Vous voyez que, depuis on a des belles bougies vertes et qu'on est monté, assez haut. Maintenant sur le stock RSI, on arrive tout simplement en zone de survente. Alors ça ne veut pas dire qu'on va, forcément redescendre, hein. On peut rester comme on peut rester en zone de surachat survente, excusez-moi, donc la surachat. On peut rester un certain nombre en surachat, comme ici par exemple. Vous voyez, là, ici, on est rentré ici et ensuite pendant tout le bull run, on est resté en zone de surachat. Donc, voilà. Par contre, il faudra surveiller si on recasse, ce niveau, ça voudra dire qu'on aura soit la fin du, bull run, soit une correction, importante. Mais du coup, pour l'instant, bah, tout va bien également, c'est, extrêmement bullish. En mensuel, par contre, c'est encore un des seuls, et je dis bien des seuls parce que pratiquement maintenant tous les indicateurs, que ce soit le graphique, bien qu'effectivement faut attendre techniquement, la fin de la semaine pour vraiment avoir la validation de cette clôture. Mais, voilà, sinon à part ça, tous les indicateurs et le graphique lui-même nous ont annoncé, une nouvelle tendance haussière. Il reste maintenant juste, le gros time frame, vraiment c'est le mensuel. Le mensuel n'a pas encore validé. Vous voyez que la validation comme ici ou comme, on est pratiquement, en train de le faire, ce sera quand on repasse au-dessus de la zone, de, survente sur le stock RSI, mais vous voyez que c'est pas encore fait. Voilà. Et bien entendu sur le MACD, il faudra un croisement haussier, de ces 2 lignes, rouge et bleu. Et également, en même temps, on aura des bougies vertes. Donc depuis ici, on a vu qu'on avait un retournement de tendance, hein, depuis le 1er octobre, tout simplement parce qu'après toutes ces bougies rouges de plus en plus grandes, on a eu notre première bougie rose et depuis, vous voyez, des bougies rouges de plus en plus petites et si tout se passe bien, au final, ça va recroiser ce niveau et on aura des bougies vertes. Mais vous voyez que depuis ici, on est déjà, dans un retournement de tendance. Donc voilà, en attente, ce sera la dernière confirmation. Va pas venir tout de suite vu que c'est du mensuel, elle ne viendra pas avant le mois prochain, voire peut-être le mois, d'après. Mais bien entendu, c'est pas avec, faut pas attendre cette confirmation pour acheter du bitcoin, hein, comme je vous ai j'ai pas arrêté de vous le répéter. Le mensuel, ça vous donne des points d'achat assez tardifs. Ça peut être à la rigueur, pour ceux qui achètent sur confirmation haussière par palier. Par exemple, admettons que vous aimez pas faire du DCA, c'est-à-dire sur la chute là, vous préférez acheter sur différentes confirmations haussières, ça peut être par exemple votre dernier palier. Voilà, mettons que vous avez fait 4 paliers, voilà, vous gardez 25 pour la confirmation mensuelle, au cas où, vu que c'est l'ultime confirmation et si elle se produit pas et on rechute, bah, au moins voilà, vous reste 25 pour acheter plus bas. Mais voilà, mais sinon bien entendu, il faut pas attendre ça pour, racheter du bitcoin parce que d'ici là, on pourrait très bien être à 40 ou 50 000 $. Les moyennes mobiles, on va s'enlever le graphique, enfin du moins les dessins du graphique, sinon on va rien y voir et on va repasser en weekly. Quoique, en mensuel, c'est pas mal. Regardez, on arrive encore une fois sur un niveau de résistance. Vous voyez, donc c'est pas con de penser qu'on va avoir peut-être une petite correction ou une petite pause ici, tout simplement parce que moyenne mobile importante, hein, la moyenne mobile EMA 21. Vous voyez, donc en général, ici par exemple, elle a fait bottom. Ici, on est passé en dessous. On est venu faire bottom sur la moyenne mobile 50 et quand on est repassé au-dessus, bah voilà, on n'est jamais repassé en dessous avant la fin du bull run. Puis ensuite au-dessus. Là, pareil, petit fake out, on repasse au-dessus et avant la fin du bull run, on ne repasse pas en dessous. Voilà. Donc, grosse confirmation haussière, bien entendu, par rapport au mensuel, si on casse, si on clôture à la fin du mois au-dessus des 28 000 $. Au passage, il y aura également, hein, vu qu'elles sont pratiquement, elles sont pas très loin l'une d'entre elles, on aura également, bien entendu, la validation sur la MA50, hein. Donc, on sera repassé en territoire de bull run
par rapport aux moyennes mobiles en mensuel si on clôture le mois, donc dans 10 jours, au-dessus des 28 000 $. En weekly, eh bien, on a également notre confirmation, hein. De toute façon, c'était à la cassure des 25 000 $. Alors, bien entendu, encore une fois, normalement, il faut attendre la clôture de cette semaine, hein, donc la bougie suivante. Mais voilà, on a déjà la confirmation de la cassure de la moyenne mobile 200. Et vous savez que c'est la moyenne mobile la plus importante en weekly. C'est celle qui faisait bottom lors des précédents bear market. Ce coup-ci, on l'a cassée. Donc maintenant, elle jouait le rôle tout simplement de résistance. Aïe, on l'a cassée. Donc, encore une fois, techniquement, il faut attendre la clôture de cette semaine pour la validation. Mais voilà, donc maintenant, bien entendu, tout pullback dessus, ce sera intéressant pour faire des achats, bien évidemment, si on y revient. Voilà. Alors, ne vous trompez pas, hein, pullback, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des petites mèches en dessous, hein. Tant qu'on clôture pas en dessous, c'est cool. Par contre, bien entendu, si on fait pullback et on commence à avoir des clôtures weekly en dessous de ce niveau, faudra commencer à s'inquiéter. Mais pour l'instant, voilà, tout va bien. Prochain objectif, du coup, par rapport au moyen mobile, 34 000 $, mais vous voyez qu'elle est encore en train de descendre. Donc, dans les semaines qui viennent, les semaines qui viennent, elle sera sûrement vers notre niveau très important des 33 000 $. Le ruban des moyennes mobiles. Hop, eh bien, tout pareil, confirmation, cassure du ruban. Donc, tout va bien. Alors, encore une fois, normalement, il faut attendre la clôture de cette semaine. Mais voilà, la bougie est quand même puissante. Vous voyez, c'est pas comme ici. Voilà. Là, vous voyez, clôture de bougie, mais on est voilà, on n'est pas très loin du comment dire, du point de cassure. Donc là, quand c'est comme ça, effectivement, il faut attendre la clôture de la bougie suivante. La bougie suivante, elle est rouge. Donc cassure pas confirmée. Il faut attendre la bougie d'après. La bougie d'après, on recasse en dessous, bim. On sort parce que là, ça sent plutôt mauvais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, on rechute. Là, c'est un peu différent parce que la cassure, elle est quand même puissante. Vous savez que pour valider une clôture, normalement, on a soit une bougie très puissante ou alors une deuxième bougie. Donc techniquement, elle est quand même validée parce que la bougie est très puissante, mais voilà, il faut quand même rester prudent et savoir qu'on est sous une résistance importante. Voilà, mais techniquement, si c'est pour du long terme, bien que en théorie, il est toujours plus prudent d'attendre une correction, surtout quand on a des grosses bougies vertes comme ça. Si c'est pour du long terme, peu importe si vous attendez une correction, pourquoi pas un pullback justement sur le ruban vers les 25 000 $ ou que vous achetiez tout de suite maintenant, faut juste savoir que il se peut qu'entre les justement 28 et 33 000 $, on a une correction. Donc si vous achetez maintenant pour du long terme, il ne faudra pas revendre en panique, hein, si on retourne aux 22 ou aux 23 000 $. Car il faut savoir que c'est possible, hein, revenir en haut du ruban, voire même dans le ruban, sur le bas du ruban, vous voyez, jusqu'aux 22 000 $, c'est tout à fait possible. Voilà. Par contre, bien entendu, si on clôture en dessous du ruban, là, il faudra encore une fois peut-être s'inquiéter parce que théoriquement, en bull run, vous voyez, on ne vient pas sous le ruban. Voilà. Donc, techniquement, on ne devrait plus clôturer sous les 22 000 $. Donc ça, c'est pour le ruban des moyennes mobiles. En weekly, est-ce qu'il est intéressant de le regarder en 3 jours? Pas vraiment. Bullish également, hein. On a fait un petit fake out ici, vous voyez. Toujours attendre la confirmation. Clôture, attendre confirmation de bougie. Voilà, ça va pas confirmer. Au contraire, on est revenu dedans. Bon niveau pour acheter une fois qu'on casse ou à la cassure du ruban. Et voilà, toujours donc très bullish. On a même l'ultime confirmation qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire le réalignement des moyennes mobiles. Vous savez, quand elles sont alignées à la baisse, on a la plus forte au-dessus, donc la rouge, et la plus faible en dessous, donc la jaune. Et la confirmation, que ce soit à la baisse ou à la hausse, l'ultime confirmation, c'est quand on a un réalignement. Donc là, on a eu un croisement, et voilà, là, on a quasiment, à peu de choses près, il nous manque juste la petite moyenne mobile rouge, hein, donc la moyenne mobile EMA 55, qui est pas encore tout à fait en dessous. Mais théoriquement, à moins qu'il y ait une grosse chute, ça ne saurait tarder dans les jours qui viennent. Donc tout est extrêmement bullish, bien entendu, sur les moyennes mobiles et sur le ruban des moyennes mobiles. Donc on va aller jeter un œil à Ichimoku. Ichimoku, tout pareil.
Alors en 3 jours, vu qu'on est en 3 jours, on va commencer en 3 jours. On avait cassé la Kijun et là, on était revenu faire un pullback avec encore un petit fake out pour aller chercher le haut du nuage. Vous voyez, toujours attendre avant de paniquer les confirmations. Encore une fois, vous voyez là qu'on clôture légèrement en dessous la Kijun. On attend la confirmation. Il n'y a pas de confirmation. Au contraire, on repasse au-dessus. Bon niveau pour faire des achats. Après un fake out, c'est toujours le meilleur niveau pour faire des achats. Et on repart à la hausse. On recasse la Tenkan. Là, la Greenspan est venue s'appuyer sur le bas du nuage, donc parfait, hein, c'est pour ça qu'ici, il fallait surtout extrêmement prudent et ne pas vendre. C'est pour ça que je vous avais fait une vidéo pour vous dire que c'était surtout pas le moment de vendre, parce qu'on était sur des gros supports. Il n'y avait pas Kishimoku, hein, qui nous disait ça, mais ça en faisait partie. On avait support ici, voilà, ça a tenu, on est passé, et maintenant on est au-dessus du nuage. Donc en 3 jours, on est totalement bullish sur Ishimoku. Il n'y a plus rien, que ce soit au niveau de la Kiju, de la lagging span ou du prix, il n'y a plus rien au-dessus de nos têtes. Il y a juste des niveaux de support maintenant. Donc le gros niveau de support se trouve encore une fois vers les 22 700 $. En weekly, pareil, on était venu faire pullback avec une toute petite mèche sous la Kijun, hein, donc très bon niveau d'achat, et on repart à la hausse. La lagging span, on avait vu elle avait également, au moment où on a fait ça, elle avait trouvé support sur non seulement le prix et la Tenkan, donc encore une fois, c'est pour ça que c'était un niveau de support important et qu'il fallait surtout pas vendre, au contraire, il fallait chercher des achats. On a rebondi, donc bullish par rapport à la lagging span, hein, bien entendu. Maintenant, alors la Kijun a passé, mais vous savez qu'on est bullish à partir du moment où on est au-dessus du prix. Là, ça va être juste des petites résistances intermédiaires, donc aux alentours des 30 à 33 000 $. Voilà, bah, encore une fois, le même niveau. Et par contre, par rapport au prix, bah là, on est dans le nuage. Donc là, on est en train de travailler le bas du nuage. Donc, il faudra voir la clôture, hein. Mais soit ça va faire résistance, la fameuse correction entre les 30 000 $, 33 000 $, et on va refaire peut-être un pullback, soit sur la Tenkan au 24 000, soit peut-être sur la Kijun au 22 000 $. Soit on va le transpercer de but en blanc, hein, sans correction. Donc, ce sera plutôt ce scénario-là. Et on va aller directement rejoindre entre les 33 et les 43 000 $. Ouais, à peu près les objectifs justement de cette fameuse vague 3. Donc sans réelle correction, puisque on n'a pas de résistance dans le nuage. Et en général, quand on valide la confirmation du nuage, donc il faudra attendre la fin de la semaine, parce que là, vous voyez, contrairement au prix, là on est juste au-dessus du nuage, donc on peut pas appeler ça une bougie de confirmation. Il faut vraiment attendre la bougie suivante, hein, pour être très bien cette semaine ressortir du nuage, et du coup le bas de nuage aura fait résistance. Par contre, si on a une clôture à l'intérieur, un peu plus haut, par exemple ici, voilà, il faudra s'attendre probablement à aller rejoindre sans grande correction le haut du nuage. Et pour finir, parce que voilà, les autres indicateurs, on les garde pour demain, les bandes de Bollinger. Donc les bandes de Bollinger, elles nous ont également validé un nouveau bull run, une nouvelle tendance haussière. Pourquoi? Tout simplement pour deux raisons. Les bull runs se font vous voyez qu'il y a deux parties, hein. Il y a le haut des bandes, séparé par la bande du milieu, et le bas. Les bull runs se font dans la bande du haut. Et les bear markets se font dans la bande du bas. Les bull runs dans la bande du haut, les bear markets dans la bande du bas. C'est tout simple. Bull run dans la bande du haut, bear market dans la bande du bas, etc. etc. Et le petit indice qui peut nous confirmer vraiment le bull run, c'est quand, je vous avais dit ça depuis plusieurs semaines, on arrive à passer légèrement au-dessus de la bande du haut. Vous voyez ici, ici, ici à chaque début de bull run, et puis après on y arrive plusieurs fois, à passer au-dessus de cette bande cette bande du haut, et c'est la confirmation. Et bien voilà, on a réussi, on est passé au-dessus de la bande haute des bandes de Bollinger. Donc techniquement, c'est une confirmation d'un nouveau bull run. Alors bien entendu, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais d'après les bandes de Bollinger et ce qui s'est passé précédemment, faut s'attendre maintenant à rester dans cette bande haute pendant toute la durée du bull run. Et bien évidemment, la médiane va servir de support
et chaque pullback sur cette médiane, donc là, elle est environ aux 20 000 $, mais vous voyez qu'elle va monter très rapidement, eh bien, ce sera des bons niveaux d'achat. Vous voyez, chaque pullback sur cette médiane, à chaque fois, c'est des bons niveaux d'achat, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici. Alors ici, on l'a même pas touché, vous voyez, c'était tellement bullish que les corrections elles étaient tellement faibles qu'on n'est même pas venu la toucher. Mais voilà, donc aux alentours de cette médiane, que ce soit pile dessus ou légèrement plus haut du coup, eh bien, ça sera des bons niveaux pour faire des achats. Bien entendu, tant qu'on reste dans cette partie haute. À partir du moment où on commence à casser la médiane, il faudra s'attendre à aller rejoindre la partie basse, voire même à rentrer en bear market. Vous voyez ici, on l'a cassé, on est revenu chercher la partie basse, elle a fait support, on a pu refaire une jambe haussière, mais c'était déjà mauvais signe de casser cette partie basse. Et en fait, après, on le sait après, mais voilà, on avait déjà commencé la correction du bear market, la flat en 1, 2, 3, même si on est parti faire un léger plus haut. Voilà. Et ensuite, voilà, quand on l'a recassé encore ici, voilà, c'était moment de se dire que ça pue un peu. On est venu encore une fois s'appuyer sur la bande du bas, et ce coup-ci, la médiane, elle a joué son rôle des bear market, c'est-à-dire le rôle de résistance, et on est parti en bas, et voilà, on a commencé à la chute qui s'est prolongée jusqu'aux 15 000 $. Donc voilà, donc c'est un peu à ça qu'il faut s'attendre du coup pour la suite. Donc rester dans cette partie haute du canal jusqu'à la fin du bull run, et tout pullback sur la médiane sera un bon point d'achat. Si jamais on devait avoir quelque chose comme ici, on pourra également surveiller la partie basse, heu, plus prudemment quand même, hein, parce que ça s'est passé qu'une fois où on est venu chercher on est venu casser puis repartir à la hausse. C'était d'ailleurs quand même un avertissement, parce qu'après on n'est pas allé beaucoup plus haut et on a rechuté. Donc voilà, ce sera a priori cette zone à faire des achats. Si un jour on a une grosse correction et qu'on vient rechercher là, également on pourra tenter des achats, mais avec beaucoup plus de prudence. Et bien entendu, si on commence à casser ce niveau, voilà, il faudra très vite en ressortir. Voilà, donc ça c'était pour les bandes de Bollinger, et on va tout simplement s'arrêter là pour aujourd'hui, pour pas que la vidéo soit trop longue, et on continuera demain avec d'autres indicateurs, mes indicateurs préférés, voilà, les indicateurs un peu moins utilisés par les autres youtubeurs ou les autres analystes. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.